On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous connaissez l'espace Piano Blanc, c'est Valérie Lahaye que vous connaissez bien. Eh bien là, elle recrute et il y a un concert qui va être présenté avec Vanessa Bordua le vendredi 8 novembre, donc on la rencontre dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'eau potable municipale, parce que l'eau de Saint-Jean-sur-Richelieu est la meilleure au Québec. Saviez-vous que l'eau qui coule dans vos robinets à Saint-Jean-sur-Richelieu a été déterminée comme étant la meilleure eau potable municipale au Québec 2019? C'est le choix du public. Question d'en savoir un peu plus avec nous pour en parler. Il est chef de la division de l'eau potable à Saint-Jean-sur-Richelieu, Éric Desbiens. Bonsoir, bienvenue et surtout félicitations. Bien, merci beaucoup. Bonsoir, toi aussi. Et surtout que ce n'est pas la première fois que vous remportez ce prix-là. Non, c'est ça. Lors de la première édition, en 2014, on s'était présenté, on avait participé au concours, puis on avait remporté le même trophée, le choix du public. Il y a deux volets à la dégustation, parce que c'est une dégustation dans le cadre du symposium de la gestion de l'eau. Ouais. OK? Donc, durant les 2 jours du symposium, les gens goûtent les eaux qui sont présentées. Cette année, il y avait 17 usines différentes qui se présentaient, puis c'est 125 personnes qui ont goûté l'eau. Quand même. Oui, c'est ça. C'est intéressant. 125 personnes. Puis à la fin de la dégustation, il y a 5 personnes du domaine de l'eau qui viennent avec un œnologue, un spécialiste en vin, pour faire une dégustation plus raffinée, si on veut, guidée par l'œnologue. Donc, cette année, on a remporté le premier prix du choix du jury, comme en 2014. Mais j'aimerais préciser que, de source sûre, on a gagné, l'usine Ouest a gagné le premier prix du choix du jury 2019. L'usine Est est arrivée 2e. Laval est arrivé 3e dans le choix du public. Dans le choix du jury, Laval est arrivé 1er, l'usine Ouest 2e et l'usine Est de Saint-Jean 3e. Donc, on était sur le podium pour les 2 concours, puis on a failli ramener les 2 trophées. Là, la question qui tue Éric Desbiens, c'est, on va baisser les lumières, c'est quoi la différence entre l'eau potable produite ici, à côté du Nautique, et celle qui est produite de l'autre côté, secteur Iberville? C'est quoi la différence? Je veux dire, c'est la même rivière, c'est le même traitement? Bien, la preuve de ma réponse, c'est que c'est pareil. C'est parce qu'on est arrivé 1 et 2, puis 2 et 3. Donc, d'après moi, 125 personnes, 5 choix du jury, donc c'est pratiquement identique. Là. Ouais, la différence est mince, là. Bien, moi, j'en vois pas tellement. Je fréquente les 2 usines, je bois les 2 eaux. Écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à différencier les 2. Parce que c'est la même source et c'est le même traitement? C'est tous les 2 de l'eau bénite. Oui, visiblement. mais il ne peut pas vraiment y avoir de différence entre les deux, là. Techniquement, je parle. Là. Techniquement, peut-être un léger positionnement de la prise d'eau pourrait avantager Iberville parce qu'elle est un peu plus dans le centre que celle-là de Saint-Jean. Okay, on voit, lorsque les conditions de la rivière se détériorent, c'est-à-dire que quand il y a une grosse pluie, on voit que la rivière est brune sur les côtés parce que ses affluents rentrent, puis à un moment donné, elle devient toute brune. Mais à un moment donné, on peut voir qu'elle est brune de chaque côté, puis dans le milieu, elle est encore bleue. C'est parce qu'il y a comme 3 rivières dans la rivière. Il y a le côté est, le côté ouest et le centre, où la vitesse est plus grande. Bon, et la prise d'eau de l'usine secteur Saint-Jean et la prise d'eau de l'usine secteur Iberville, c'est quoi la différence entre les deux au niveau de la prise d'eau? Celle-là d'Iberville est plus positionnée dans le canal de grande vitesse, direct dans ce... Oui. Celle-là d'Iberville est un peu plus à l'ouest, si on veut, à l'ouest du centre, par rapport au centre, et défendu un peu. Ça peut amener des petites différences. C'est des... Bon, là, on dit, dans le fond, ce que je comprenne bien, est-ce qu'il y a 17 villes qui étaient en compétition ou 17 usines de filtration en compétition? 17 usines. Bon. 3 usines à Laval, Montréal en a amené 5, après ça, Terrebonne, l'Assomption, Bégancourt. Mais comme je vous expliquais un peu plus tôt, il pourrait en avoir beaucoup plus de villes qui se présenteraient, mais il faut faire partie du programme d'excellence, puis il faut avoir des étoiles. Donc, il y a déjà un tamis en amont de ce concours-là. Donc, la question est de savoir comment fait-on pour se qualifier? Autrement dit, on sait qu'il y a à peu près 1000 villes au Québec, là, mais qu'est-ce qui fait que les 2 usines de Saint-Jean-sur-Richelieu ont pu se frayer un chemin dans cette compétition-là?
c'est parce qu'on est inscrit au programme d'excellence en eau potable et qu'on a des étoiles. Pour avoir des étoiles, nous, on a 3 étoiles. Il y a des villes qui en ont 5. C'est une question de performance. OK? Ça fait 3 ans qu'on est dans le programme. On s'améliore à chaque année. Donc, on a des résultats qui nous permettent d'avoir des étoiles. Parce que le programme d'excellence en eau potable est basé sur les résultats, sur une qualité d'eau à la sortie, puis le paramètre important, c'est la turbidité. Donc, il faut avoir 95 du temps en bas de 0,1 de turbidité pour, en bas de 0,1, c'est ça, NTU, pour avoir des étoiles. Bon. Évidemment, il doit y avoir une fierté de la part, pour vous-même, pour l'équipe aussi, de voir qu'on est reconnu. En quelque part, c'est comme un peu une compétition. On dit qu'il y a 125 humains qui les ont goûtés, là, les 17 eaux en question. Et visiblement, les eaux produites par Saint-Jean-sur-Richelieu sont dans le top 1, 2 ou 3, bref, selon le concours qui est en place. Mais bref, le résultat ne ment pas. On ne peut pas passer à côté. Ce n'est pas Éric Desmiens qui invente ça. Là. Éric peut péter de la broue à l'occasion. Mais il n'y a pas de broue dans l'eau. Non, je sais. Mais dans ce cas-là, on n'a rien à voir sauf qu'en s'en remettre au jugement des 125 personnes. Vous-même, est-ce que vous voulez goûter les eaux des 15 autres usines? Oui, je vote. Oui. Mais moi, j'essaie de savoir quel numéro est la nôtre avant d'aller voter. Vous comprenez? C'est anonyme, c'est caché. Là, les bouteilles sont cachées en dessous de la table avec une nappe. Là. J'essaie tout le temps, d'une manière ou d'une autre, de m'approcher. Mais les eaux des autres usines, ils goûtent quoi de différent de la nôtre? Bien, ce qu'on voit là, quand on goûte, c'est que des légers goûts de chlore, des goûts de réserve. Chacune des usines a une réserve, c'est comme la cave. Ouais. Fait que ça peut teinter le goût de l'eau. Okay? On reconnaît des différences aussi. Certaines usines peuvent goûter un petit peu plus les algues ou moins. Ça dépend de leur traitement, ça dépend de leur performance, ça dépend du jour aussi. Cette journée-là, peut-être que où cette quantité d'eau-là a été produite, peut-être que les conditions étaient moins bonnes. Okay. Mais il faut comprendre qu'on prend l'eau à la sortie de l'usine et non pas en plein milieu du réseau. Là, on pourrait avoir d'autres résultats. Ouais. Ça pourrait être très différent parce que l'eau produite à l'usine est différente certains jours de l'eau du réseau. Par exemple, la semaine passée, du côté d'Iberville, autour des travaux, dans la zone de 9/10e, dans ce coin-là, on recevait beaucoup de téléphones parce que l'eau était jaune, puis il y avait des problèmes parce qu'il y avait beaucoup de manipulations pour étanchir, fermer des vannes pour avancer le chantier. OK? Fait que, donc, ces gens-là qui nous écoutent aujourd'hui, ils se disent, bien là, moi, l'eau de Saint-Jean, la semaine passée, elle ne méritait pas un prix. Ils ont tout à fait raison, parce que la qualité d'eau varie. Dans une même journée, on peut être dans un secteur, tout va bien, dans un autre, il y a une réparation de fuite, l'eau est rouge, il y a des vitesses. C'est très fragile, cet équilibre-là. Fait que donc, quand on échantillonne pour le concours, on échantillonne juste à la sortie de notre réserve. Cette eau-là n'a même pas encore été dans le réseau. Là. Parce qu'évidemment, le réseau peut amener des différenciations selon le secteur où l'on se trouve, s'il y a des travaux. Évidemment. Bon. Là, évidemment, vous mettez ça sur le coin du bureau chez vous, mais après ça, il arrive quoi? Je veux dire, on continue comme je dis, de fabriquer de l'eau, d'essayer de fabriquer la meilleure eau possible. Je présume aussi qu'on s'adapte selon les moments de l'année, parce que je prends l'exemple des fois je fais un comparable avec le vin. Hein? Il y a des vignobles où on va goûter un 2014, un 2016 ou un 2018 et ça ne coûtera pas pareil. Par contre, il y a de ces Kim Crawford de ce monde où on fait des assemblages avec des chimistes pour arriver à peu près toujours à la même recette. Vous, dans le fond, est-ce que c'est un peu ça? C'est-à-dire que selon les aléas de l'année, est-ce que l'eau, vous essayez toujours qu'elle goûte à peu prprès pareil ou comment on... Oui, mais on ne réussit pas. C'est sûr qu'on ne réussit pas. Parce que si tu te souviens, je suis venu te voir il y a 3 mois, puis on a parlé de ce printemps où il y a une période où l'eau goûtait très fort la chlore, puis sur toute la rive sud. Sur toute la rive sud, là, mon propos était différent. Ce n'était pas de l'environnement tardé, c'était du damage control qu'on essayait de faire à ce moment-là. Mais on expliquait justement cette sensibilité-là. Et c'est une des choses qui ont beaucoup changé dans le temps aussi, c'est les clients. Les clients s'attendent à avoir une belle qualité d'eau.
Puis comme on en discutait à ce moment-là, bien, la preuve que quand l'eau n'était pas bonne, que les gens s'en rendent compte puis nous le signifient, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Parce que 99,9 du temps, on sert une eau de très belle qualité. Mais il arrive des moments où il y a des chaos, puis là, bien là, ça goûte l'alclore, ça goûte les algues, c'est un peu différent. Donc, non, on ne réussit pas à faire des mélanges. Je ne suis pas un Umberto Cesari ou Kim Crawford. Mais là, chez vous, est-ce qu'à chaque jour, est-ce que vous êtes plusieurs à goûter l'eau? Est-ce que parfois vous voyez que vous constatez qu'elle est différente de la veille ou d'il y a un mois, ou je ne sais pas? Comment ça fonctionne à la sortie ici? Là? C'est plus des paramètres physiques qu'on mesure que du goût. On ne goûte pas. Ça ne fait pas partie de la routine de l'expérimentation. Bien, moi, je bois l'eau. Oui, évidemment. Puis je suis sensible à ça, évidemment. Puis je vois Iberville, puis tout ça. Mais on n'a pas une routine d'analyse. Non, c'est plutôt la turbidité, le chlore résiduel, des paramètres qu'on essaie de respecter. Puis ce que tu voulais en venir tout à l'heure, c'est dans l'avenir, c'est quoi le plan de match? Bien, c'est d'aller chercher de plus en plus d'étoiles, de se rendre à 4 étoiles, 5 étoiles dans le programme d'excellence. Ça, c'est notre but. Mais qu'est-ce qu'on fait de différent d'ailleurs? Bien, premièrement, c'est notre source. Hein? On est super avantagé. On a l'eau du lac Champlain. T'sais, en partant, on est chanceux. On n'a pas beaucoup de pollution intrinsèque qui vient dans la rivière. L'eau du lac Champlain est très pure. Les 3 États qui bordent le lac Champlain, Maine, Vermont, New York, sont les États les plus verts aux États-Unis. Merci. Tout ça, cet amalgame-là, notre bassin versant est très beau, très pur. Fait que donc, ça nous amène une eau de grande pureté. Donc, la source est bonne, mais la qualité de l'expertise, elle? Oui, ça, c'est... Puis notre groupe, là, tout le groupe, c'est tous des gens qui ont une formation en traitement d'eau potable. L'écoute de mes patrons puis des autorités municipales vis-à-vis nos suggestions, nos propositions est grande. La crédibilité que la division d'eau potable a acquis à travers le temps nous aide aussi à cheminer dans l'organisation. Pas au détriment des autres, mais nous avantage un peu dans l'organisation, si on veut, au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Cet amalgame-là, une bonne source, une bonne équipe, une bonne organisation, des bonnes installations. Alors, Éric Desbiens, est-ce qu'on dit I drink to that? OK, ça? Me too. Me too. Mais pas dans le sens, moi aussi, comme ça. Là. Ça va. Me too aussi. Merci beaucoup, Éric Desbiens. Donc, restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle qui va se tenir à l'espace Piano Blanc le vendredi 8 novembre. Restez avec nous. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de boxe. Oui, avec Marc-André Gauthier et Jonathan Richard. Il y a un gros gala qui s'en vient le 9 novembre. J'ai envie de te mettre KO, moi. Ah ouais, non? Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Événement culturel vendredi le 8 novembre à 20h à l'espace Piano Blanc qui est situé au 83 de la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. Spectacle de Vanessa Bordua, auteure, compositrice, interprète. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'est une première fois à l'espace Piano Blanc? Oui, exact. Oui, première fois. Mais je dirais même première fois que je joue à Saint-Jean. Directement? Oui, je crois que oui. Explique-moi un peu ton parcours des dernières années. Mon Dieu, comment faire court? Dans les dernières années, bien, moi, j'ai quand même un lien avec la ville ici parce que j'ai le studio où j'enregistre, où je travaille depuis que j'ai à peu près 20 ans. Donc, ça fait 9 ans que c'est ici, c'est à Saint-Jean.
Donc, il y a eu ce premier EP-là il y a 5 ans déjà. Après ça, j'ai fait beaucoup de trucs plus au niveau professionnel aussi, comme entrepreneur, chargé de projet. Je suis allée explorer ces voies-là. Là, je suis revenue à un moment où j'avais besoin d'écrire puis de présenter une nouvelle facette aussi de moi parce que, tu sais, quand on sort un album, les chansons, des fois, ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Donc, je les avais écrits début vingtaine, j'approche la trentaine. J'ai besoin de dire autre chose. Donc là, c'est ce que je vais présenter justement, là, ces nouvelles chansons-là. Bon. Cet amour pour la musique, pour les arts, tu as développé ça très, très jeune, primaire, secondaire, bref. Ouais. C'est arrivé comment? Ça a sorti, je ne sais pas, un premier spectacle à l'école ou... Non, je ne sais pas comment c'est arrivé parce que il y a comme jamais eu de déclencheur. J'ai toujours chanté. Mais quand je dis toujours, c'est depuis toujours. Là. Puis c'est à 5 ans que, parce que toute la famille autour disait à mes parents, il me semble qu'elle est juste à son âge, elle chante bien, elle a l'air d'aimer ça. J'aimais ça, m'offrir en spectacle là, dans les parties de famille, tout ça. À 5 ans, ils m'ont donné un papier, je ne savais pas lire. Puis là, ils m'ont dit, bien, c'est la preuve que tu es inscrite à des cours de chant pour ta fête. J'ai pleuré. Puis là, ils m'ont dit, t'es pas contente? Je dis, mais oui, c'était mes premières pleurs de joie, tu sais. Puis ça n'a jamais parti. Ça a toujours été là. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie. Et les cours de chant, tu en as suivi pendant plusieurs années? Oui, j'en ai suivi assez longtemps, en changeant, tu sais, évidemment, là, pendant l'enfance, après l'adolescence. Après, c'était plus sous forme de coaching, début jeune adulte. Ouais. Puis là, c'est au besoin, simplement. Bon. Parfois, quand on est très, très jeune, d'âge primaire, entre 0 et 12 ans, disons, bon, on peut comprendre que c'est cute, elle chante bien, elle aime ça, elle suit des cours de chant. Mais parfois, quand l'adolescence arrive, des fois, les intérêts changent, les amis changent, la vie nous change un peu. Qu'est-ce qui fait que cette passion-là est demeurée en toi tout au long de ton adolescence? Oui, bien, j'ai exploré la danse aussi, le théâtre, toutes les choses qui étaient un petit peu plus sur la scène, là, en avant-plan, j'aimais ça. Mais la musique restait vraiment quelque chose d'ancré profondément en moi. Puis le côté organisation aussi, j'aimais ça. Au secondaire, justement, j'ai reparti la radio étudiante, que ça faisait quelques années qu'elle n'existait plus, organiser des spectacles bénéfices, mais ça avait toujours un lien quand même avec la musique. Puis, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivi tout le long de mon parcours, qui m'ont encouragée. Puis à chaque été, justement, ils me posaient cette question-là. Est-ce que l'année prochaine, tu as envie de poursuivre tes cours ou tu veux faire autre chose ou tu essayer un sport? Puis c'était catégorique. Non, je veux continuer. Ouais. Mais souvent, pour avoir fait plusieurs entrevues avec de plus jeunes artistes, parfois, quand on arrive à la fin du secondaire, bon, parfois les parents ou l'entourage vont dire, bon, regarde, c'est bien, tu as une passion, tu veux chanter, mais trouve-toi une vraie job dans la vie, puis fais ça à côté. Bon, hein, ça, c'est... Toi, quand tu as terminé le secondaire, qu'est-ce que tu as choisi? Bien, moi, je voulais... comme mon parcours en musique était beaucoup dans le secteur privé, donc je n'avais pas encore étudié au niveau scolaire en musique. Je voulais aller chercher d'autres cordes à mon arc parce que je suis hyper curieuse. Fait que j'ai étudié en cinéma, en animation recherche culturelle à l'UQAM. Après, j'ai fait un cours en lancement d'entreprise. Donc, j'ai fait plusieurs choses. Puis, j'ai fait l'École nationale de la chanson, où maintenant, j'enseigne depuis l'hiver passé. Donc, le seul parcours que j'ai fait au niveau scolaire en musique, c'est l'École de la chanson. Puis le reste, bien, ça m'a servi au niveau professionnel encore aujourd'hui. Je m'en sers parce que je suis entrepreneur aussi en musique. Ouais. Parce qu'on est à une autre époque. Bon, à l'époque des années 70-80, bon, des artistes naissants, évidemment, pouvaient faire ça à temps plein, gagner leur vie, vendre des albums avec lesquels on faisait des profits, alors qu'aujourd'hui, bien, les spectacles, mais les albums, évidemment, c'est une autre réalité aujourd'hui. Toi, comment tu vois ça, le fait de... Est-ce que tu souhaites ultimement que ça soit ton occupation principale, que ça le devienne, que ça le soit pour le reste de tes jours? Ou tu dis que tu veux explorer d'autres sphères aussi? Comment tu vois ça? Bien, en fait, c'est mon occupation principale, la musique. Quand j'ai déjà travaillé en milieu de garde, moi, la vie m'a emmenée là complètement par hasard. Puis c'était au même moment où j'avais lancé mon EP, j'avais 24 ans. Puis je me posais cette question-là, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais toujours être en logement? Parce que pour moi, c'est un objectif de m'acheter une maison. Est-ce que je vais être capable? C'est bon. Puis tout ça, finalement, a fait que j'ai lâché la garderie pour m'investir uniquement dans la musique. Puis là, je suis devenue entrepreneur. J'ai une agence de booking aussi. Donc, je suis agente pour d'autres. Je rassemble des artistes indépendants. Donc, tout ce que je fais a rapport avec la musique. Je ne fais pas que des spectacles.
mais ça fait partie de ma personnalité aussi. Mais à 24 ans, quand tu as pris cette décision-là, est-ce qu'on t'a encouragé ou est-ce qu'on a essayé de te faire changer d'idée? Non, on dirait que je pense que les gens autour de moi connaissent ma force de caractère et de détermination, puis jamais personne m'a dit « Est-ce que tu es sûr? » Ça m'est jamais arrivé, oui. Évidemment, chanter, c'est une chose. Chanter les chansons des autres, ça va. Mais quand on décide de composer son propre matériel, c'est un autre niveau aussi. Oui, c'est complètement un autre processus. Moi, je fais les deux dans ma carrière. Je suis aussi interprète dans certains projets. C'est sûr que c'est différent, puis ça a été mon défi dans mon cas parce que, comme ça faisait longtemps, depuis l'enfance, que je chantais d'un peu n'importe quel style, en français, en anglais, là, quand vient le temps de dire, moi, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire, musicalement, je veux que ça sonne comment. Fait que c'est un gars comme Jean-François Baudet, qui est ici à Saint-Jean, avec qui j'ai travaillé, je continue à travailler, qui m'avait aidé dans cette exploration-là quand je l'ai appelé à 19 ans. J'ai dit, écoute, j'écris des chansons, mais je sais pas par où me pitcher, tu sais. Et à ce moment-là, tu écrivais autant les textes que la musique? Oui. J'ai commencé, la première chanson que j'ai faite, j'avais 14 ans. Puis c'est vers 18 où là, ça a vraiment été plus mis de l'avant, puis que j'écrivais beaucoup plus quotidiennement. Et musicalement, au niveau des instruments et tout ça, donc cette capacité à composer, à lire, écrire la musique? Oui, bien, c'est assez particulier parce que tu as des compositeurs qui ne savent pas lire la musique nécessairement. L'instrument aussi, tu n'es pas obligé de connaître tous les instruments pour composer parce qu'à la base, c'est la mélodie qu'on compose. Fait qu'après, tous les arrangements viennent bonifier tout ça. Moi, c'est au piano majoritairement que je compose. Des fois, à la guitare, j'en joue pas vraiment. Mais ça me permet de sortir de mes patterns piano. Et c'est quoi le style de Vanessa Bordua? Oui. Bien, ce que j'ai fait, ça reste du pop, en fait. Ça reste dans la pop. Là, en ce moment, c'est sûr qu'il y a un spectacle piano-voix. Puis j'ai aussi Vincent Yel, qui est mon bassiste, qui vient de Saint-Jean, qui va être là aussi à l'Espace Piano Blanc. C'est sûr que là, ça va être piano-voix majoritairement, mais je m'en vais vers quelque chose qui est un petit peu plus électro-aérien, tout en restant pop. Donc, un peu moins, je délaisse le folk du premier album pour la suite. Est-ce que tu as déjà voulu tenter ta chance dans des émissions de type La Voix ou d'autres types de concours, que ce soit évidemment dans des émissions de réalité ou... Est-ce que pour toi, c'était une avenue ou c'était vraiment pas dans les options? Ça a été une avenue parce que je l'ai fait. C'est là où j'ai connu Valérie Lahaye, justement, qui s'occupe du piano blanc. J'ai fait La Voix en 2014, donc ça fait déjà... C'était l'édition 2. Puis Star Academy aussi, je m'étais rendue juste avant le gala, puis tout ça. Fait que oui, c'est un chemin comme un autre. En fait, moi, je vois tout ça comme des expériences, là, au même titre que des concours que j'ai pu faire. C'est d'aller chercher le bagage qui vient avec plutôt que le résultat de se rendre à la fin. Là. Et ces expériences-là t'ont donné quoi? Oui. Je te dirais Star Academy, là, j'avais... mon Dieu, je pense que j'avais 18 ans, je pense. Bien, ça, c'est sûr, ça m'a montré tout l'environnement. Télé est la grosse machine que peut être ce genre d'émission-là. Fait que quand j'ai fait La Voix, je savais exactement dans quoi je m'embarquais. Exactement. Puis sinon, ben, tu sais, c'est des moments où c'est rare, où on peut quand même se rassembler en tant qu'artiste, puis être tous ensemble. Puis je pense que c'est ça qui est le plus enrichissant aussi. Bon, tu disais tantôt que tu es en lien avec la région. Tu parlais tantôt du studio de Jean-François Baudet, Invia. Tu es ici de quel endroit et qu'est-ce qui fait que tu as connu, évidemment, ces gens-là ici à Saint-Jean? Moi, je suis de Grande-Bay, donc je suis pas loin. Je suis à Montérégie aussi. Jean-François, je l'ai rencontré sur un concours, justement, où c'était les musiciens de France d'Amour qui accompagnaient les participants. Puis c'est là où ça l'a cliqué musicalement. Puis par après, j'avais perdu son numéro, là, anecdote. Puis par après, je l'ai recroisé sur un spectacle, je suis allée le voir, il m'a redonné son numéro, il m'a dit « Là, oublie pas, appelle-moi ». Puis après ça, bien, Amira puis Jean-François, Amira qui est sa conjointe, sont devenus des amis, puis il me suit depuis dans mon processus créatif. OK. Qu'est-ce que tu vas présenter au juste le 8 novembre ici, là, à l'Espace Piano Blanc? Bien, le 8 novembre, je vais présenter des chansons qui étaient sur le premier album, mais majoritairement, c'est toutes des nouvelles chansons. J'ai fait justement au printemps passé ma première place des arts où j'ai remporté une chanson, la chanson de l'année. Puis des fois, je me le fais souvent demander, je la cherche, je la trouve pas, mais c'est normal parce que le prochain album est en processus. Fait que il faut venir à l'Espace Piano Blanc pour entendre les nouvelles chansons. Bon, d'ailleurs, l'Espace Piano Blanc, qui est propriété de Valérie Lahaye, qu'on connaît bien, qu'on a reçu ici à maintes reprises. Bon,
Au tout début, l'espace Piano Blanc était tout juste ici, l'autre côté de la rue, déménagé maintenant pas très loin, au 83 de la rue Richelieu, avec la loge en face de l'ancien Canada français. Et d'ailleurs, de ce qu'on peut dire aussi, les gens qui veulent peuvent avoir aussi une formule souper-spectacle en lien avec le bistrot Viva Pasta, qui est tout juste ici à côté. Donc ça fait partie des options. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site espacepianoblanc.com pour avoir tous les détails. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour l'année qui vient, pour les prochaines années? Bref, c'est quoi ton plan de match? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais je veux écrire le plus possible parce que comme je fais beaucoup de choses, c'est ma priorité pour 2020. C'est vraiment d'écrire puis de sortir de nouvelles chansons. Donc, vous devriez entendre à la radio au moins une nouvelle chanson en 2020, ça, c'est sûr. OK, donc les objectifs sont là. Oui. Bien, Vanessa Bordua, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Donc, on le rappelle, le vendredi 8 novembre, 20h, concert de Vanessa Bordua à l'Espace Piano Blanc, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi, le 4 novembre, aux Glaces à Iberville, sur l'heure du midi, la QDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités du Québec, secteur au Richelieu, organise une conférence et d'ailleurs l'invité là, est en train de terminer un doctorat en pharmaceutique. Bref, ça vaut vraiment la peine pour aller vous renseigner sur certains domaines. Parlant de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a toujours les travaux du Conseil de ville que vous pouvez regarder via l'émission du même nom. Et il y a bien sûr le Télébingo, chaque dimanche matin, 9h30 en direct, avec 4 000 $ en prix. Notre prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.